Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, une des plus grandes aventures jamais écrites, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. C'est parti. Et tout commence non pas avec un héros, mais avec une véritable crise mondiale. Imaginez un peu, on est en 1866 et soudainement, les océans ne sont plus sûrs du tout. Oui, parce qu'il y a quelque chose, une force mystérieuse, destructrice, qui s'en prend aux navires partout sur le globe. Et ça avec une vitesse et une précision qui sont franchement terrifiantes. Prenez le cas du vapeur, le Scotia. Quand les ingénieurs l'inspectent, ils sont complètement perdus. Les dégâts, c'est du jamais vu. On parle d'une perforation nette, parfaite, à travers 4 cm d'acier. C'est comme si un outil surpuissant avait poinçonné la coque. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les rapports, ils arrivent de partout, de tous les océans. On parle d'un écueil fuyant, d'une créature géante qui se déplace à des vitesses complètement folles. La panique est totale. Face à cette panique, l'opinion publique gronde, elle veut des réponses, de l'action. Alors une grande expédition est mise sur pied pour traquer et anéantir ce monstre. Et c'est là qu'on rencontre notre narrateur, le célèbre naturaliste Pierre Aronnax, à bord de la frégate américaine l'Abraham Lincoln. Après des mois et des mois de recherche infructueuse, l'Abraham Lincoln finit par coincer sa proie. La confrontation est inévitable, et c'est elle qui va absolument tout changer. Pendant la poursuite, c'est le chaos. Le professeur Aronnax, son fidèle domestique Conseil et le harponneur Ned Land sont projetés par-dessus bord. Les voilà perdus, à la dérive au milieu de l'océan, jusqu'à ce qu'ils s'échouent sur quelque chose de dur. C'est la créature. Et là, c'est le choc. La révélation est incroyable. Ce n'est pas un animal, pas une baleine géante, non. Ils sont debout sur une surface en métal, polie, faite de plaques boulonnées. C'est un sous-marin, un immense sous-marin, qui ressemble à un poisson d'acier. Ils sont alors faits prisonniers et emmenés à l'intérieur de cet engin incroyable qui s'appelle le Nautilus. Et c'est là qu'ils vont rencontrer son créateur, son commandant, l'énigmatique Capitaine Nemo. Dès le premier regard, Aronnax est fasciné. Nemo dégage une aura de puissance, de confiance. C'est un homme d'une intelligence et d'une volonté hors du commun. Il a l'air de vivre dans un monde à part, bien au-delà de l'humanité ordinaire. Et Nemo leur annonce la couleur tout de suite. L'ultimatum est simple et terrible. Ils peuvent vivre à bord, explorer les merveilles du Nautilus, mais ils ne pourront jamais retourner sur la terre ferme. Ils sont devenus prisonniers de la mer. Mais quelle prison! C'est aussi une porte d'entrée vers un univers que personne n'avait jamais ne serait-ce qu'imaginé. Un monde entier sous les vagues. Parce que le Nautilus, c'est un véritable bijou de technologie complètement autonome. Absolument tout vient de la mer. La nourriture, bien sûr, mais aussi le tissu pour les vêtements, les cigares et même l'électricité qui fait fonctionner cette merveille. Et ce n'est pas juste une machine, c'est aussi un temple de la culture. Il y a des œuvres d'art qui n'ont pas de prix et une bibliothèque avec 12 000 volumes. Ça en dit long sur Nemo. Ce n'est pas qu'un ingénieur de génie, c'est aussi un immense érudit. Un érudit qui a volontairement tourné le dos à la civilisation. Alors commence un voyage absolument extraordinaire de 20 000 lieues. Nemo leur fait découvrir les plus grands secrets de la planète. Ils vont chasser dans des forêts sous-marines, ils vont marcher au milieu des ruines de l'Atlantide. C'est juste incroyable. Et la machine elle-même, sa puissance est ahurissante. Le Nautilus est propulsé par l'électricité, d'une manière totalement inconnue à l'époque, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses, mais des vitesses complètement impensables pour un navire de cette taille. Mais il y a une part d'ombre. Aronnax découvre aussi la brutalité de Nemo. Ce génie est aussi un homme consumé par la vengeance. Il mène une guerre sans merci contre des cachalots, et bien plus effrayant, contre les navires de guerre d'une nation qu'il déteste. Il les coule sans le moindre remords. Ce monde de merveilles a donc un prix très élevé. Aronnax et ses compagnons réalisent à quel point la haine de Nemo pour l'humanité est profonde, et là, s'échapper n'est plus une option, c'est une question de survie. Et un indice essentiel sur ce qui motive Nemo se trouve dans sa cabine. Aronnax y trouve des portraits. Et ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont tous des héros de la libération, des gens qui se sont battus contre l'oppression. C'est une clé de lecture fondamentale pour comprendre le passé et la haine de Nemo. Finalement, leur chance de fuir se présente. Au milieu d'une tempête apocalyptique, le Nautilus est pris dans le Maelstrom, un tourbillon terrifiant. Dans le chaos, Aronnax, Conseil et Ned Land sont projetés hors du sous-marin. Et par miracle, ils se réveillent sur une plage, vivants. Ils ont survécu, oui. Mais le Nautilus et le capitaine Nemo ont-ils été détruits? Personne ne le sait. Leur sort reste un mystère total, englouti par l'océan. Et c'est là-dessus que l'histoire se termine. Le voyage est fini, mais la vraie question, elle, reste en suspens. Qui était vraiment le capitaine Nemo? Un génie? Un justicier? Un monstre? Et c'est ça la force de ce roman. Ce n'est pas juste une histoire d'aventure.
C'est le portrait d'un homme fascinant, complexe, tragique et absolument inoubliable.